Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du LG Optimus L5 II, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Comme son nom le laisse supposer, le L5 II, eh bien, c'est tout simplement la deuxième génération du L5 que j'avais eu l'occasion de vous présenter, donc de tester en 2012. Donc, c'était le LG Optimus L5. Aujourd'hui, on est sur le LG Optimus L5 II. On le connaît aussi sous sa référence, E460. Et c'est un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment par le biais de deux vidéos. Alors une première vidéo de preview que j'avais faite en février 2013 sur le salon de Barcelone. Ça c'était la première vidéo. Et puis récemment, cette vidéo de déballage au cours de laquelle je vous ai montré donc la boîte en elle-même, le contenu de la boîte, à savoir donc le téléphone dans un premier aperçu rapide, et puis aussi les accessoires qui sont fournis avec le téléphone, sachant que dans l'absolu, les accessoires qui sont fournis avec le téléphone ne sont pas transcendants dans le sens où on a bien évidemment un guide de démarrage rapide, certes, mais on a surtout l'adaptateur secteur, le câble USB, micro USB et le kit piéton. Alors, ces accessoires, j'ai eu l'occasion de vous les présenter, c'était la vidéo de déballage. Aujourd'hui, c'est la vidéo de test. On va s'attarder sur le téléphone sous deux grands aspects, les deux grandes parties de la vidéo classique chez Top for Phone maintenant. La première partie, c'est le matériel, à savoir donc le hardware, ce qui compose le téléphone, donc son esthétique dans un premier temps bien sûr, mais aussi les composants techniques, les spécifications plus largement, et puis finalement c'est un peu l'analyse de la vélocité du téléphone. La deuxième partie va porter sur le système d'exploitation, à savoir ici Android, sur lequel on va revenir, la surcouche graphique, puisqu'il y en a une surcouche graphique LG qui s'appelle Optimus UI, et puis plus largement aussi l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone, professionnel, personnel. Est-ce que ça correspond finalement aux deux usages? Soit on va s'en parler tout au long de la vidéo, enfin en tout cas au cours de la deuxième partie, puis à la fin de ces deux grandes parties, grande conclusion classique aussi, au cours de laquelle on va se dire si oui ou non c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat. Alors première partie finalement, puisqu'on va regarder le téléphone, mais la première partie c'est l'esthétique. Alors on va faire un petit tour du propriétaire. En gros, on va regarder ce à quoi ressemble ce fameux LG Optimus L5 II. Alors très simplement sur sa face avant, alors on va faire un petit tour du propriétaire. Sur sa face avant, on retrouve ici un écran qui fait 4 pouces, c'est un écran tactile, vous vous en doutez, puisqu'il s'agit d'un smartphone bien sûr. On est sur un écran qui est surmonté ici donc d'un marquage LG, donc c'est le fameux logo. Au-dessus du marquage, on retrouve un écouteur. À droite, je vais essayer de jongler un petit peu avec les reflets, mais on retrouve ici du capteur de luminosité de proximité. En dessous, on retrouve, vous l'avez vu, deux touches sensitives rétroéclairées, et on retrouve ici un bouton physique. Alors le bouton physique présente la particularité d'être légèrement entouré d'une sorte de petit plastique transparent, et ce plastique transparent, et plus largement ce bouton physique, cache en fait une LED de notification qui peut s'allumer de plusieurs couleurs différentes. Donc en fait c'est paramétrable en plus. Ça on y reviendra tout à l'heure. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve un bouton ici qui est un bouton de raccourci qui permet d'accéder à la fonction Quick Memo du LG Optimus, voilà, que vous voyez que je viens de déclencher, fonction phare chez LG. À côté, on a la touche de contrôle de volume plus-moins. Au-dessus, on a le jack 3.5 et le micro secondaire, l'entrée micro secondaire. À droite, on a le bouton on-off. Et en dessous, on a le micro USB, ou en tout cas la connectique micro USB, le connecteur, et l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve ici un cache-batterie. Alors le cache-batterie peut être extrait, on va le voir d'ici quelques instants. Je peux enlever le cache-batterie. Le cache-batterie possède un style, on va dire, un petit peu métal brossé, c'est voilà, un petit peu type métal gris brossé. Alors il faut savoir que la couleur de ce téléphone est dite titanium, c'est la version qui est présentée aussi, ici. De mémoire, je crois que ce téléphone existe aussi en version blanche. Alors on a un capteur photo au-dessus qui est un 5 mégapixels avec son flash LED, grand classique, sur lequel je vais revenir aussi d'ici quelques instants, et le haut-parleur. Alors si je retire, je vais éteindre tout simplement le téléphone, si je retire le cache-batterie, bon il n'est pas très compliqué à retirer ce cache-batterie. Enfin bon, on va voir si j'ai un effet Bonaldi qui me fait mentir, mais jusqu'à maintenant, j'avais pas trop de difficulté à le retirer, voilà. J'accède ni plus ni moins qu'à la batterie en elle-même, bien sûr, que voici. Alors la batterie, c'est une 1700 mAh, c'est un modèle spécifique LG, c'est un BL44JH. Et on voit bien la capacité de 1700 mAh. Une batterie qui permet de tenir une bonne journée au regard de la non-gourmandise de ce téléphone en termes d'énergie. Au-dessus, on retrouve ici l'emplacement de la carte SIM, format classique. Vous le voyez, j'ai dû jongler avec un adaptateur tout simplement parce que la carte SIM avec laquelle je teste ce téléphone est au format micro. Mais je vous rassure, oui, c'est une carte SIM au format classique qui est à utiliser dans ce téléphone. D'ailleurs, cela va me permettre d'ici quelques instants de faire une petite parenthèse puisque, comme vous le savez, notre opérateur partenaire est Pritel et c'est Pritel qui me permet de tester les téléphones. Ici, on retrouve l'emplacement de la carte micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire
supplémentaire. La carte, bien évidemment, n'est pas fournie avec le téléphone. Alors maintenant, je vais me permettre d'allumer tout simplement ce téléphone, ce qui va aussi nous permettre de voir l'écran de déverrouillage. Voilà, donc le fameux logo LG. Alors l'écran de démarrage peut être un peu long. Alors vous allez peut-être le remarquer ici, on a la lettre de notification qui s'allume de plusieurs couleurs successives. Bon, ça c'est le démarrage, c'est l'effet de style, mais cette lettre de notification, effectivement, elle est utilisable, comme je vous l'ai indiqué, elle est paramétrable dans votre utilisation classique, c'est à savoir donc les SMS, etc. Lorsque vous recevez un message, vous pouvez très bien paramétrer la couleur. Une alerte, genre alerte d'agenda, vous pourriez très bien avoir une couleur ici spécifique. Donc c'est un peu la particularité aussi de ce téléphone, c'est cette fameuse lettre de notification. Voici l'écran de déverrouillage, que l'on peut paramétrer aussi. Bon, mon code PIN, vous le savez, je suis extrêmement mauvais élève. J'ai toujours laissé le 4.0 de mon opérateur partenaire, donc Pritel. Donc voilà, tout simplement. Donc le téléphone est déverrouillé. Le code a été bien évidemment accepté. Petit chariot de notification sur lequel effectivement on voit un certain nombre d'informations, notamment des normes de connectivité sur lesquelles je vais revenir, et forcément le nom de notre opérateur Pritel, opérateur partenaire auquel je vais laisser justement la parole pour ce petit message. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'1 heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Donc merci à Pritel, notre opérateur partenaire, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, qui nous propose et qui nous permet justement de tester les téléphones avec ces services téléphoniques, justement, et donc tout simplement de rentrer un peu plus dans le détail lors de nos tests téléphoniques et de montrer véritablement la performance du téléphone en tant que téléphone. Donc merci à Pritel. Alors, retour justement sur le téléphone, petit tour de l'esthétique, nous venons de le faire. Petit détail justement au niveau de la prise en main et de l'ergonomie matérielle du téléphone. Alors c'est un téléphone qui se tient très très bien en main, vous le voyez, j'ai pas des mains de géant mais j'ai pas non plus des petites mains. En gros, c'est un téléphone qui tient parfaitement en main, tout simplement parce qu'il a des dimensions qui restent raisonnables. C'est un téléphone qui est doté d'un écran 4 pouces, ce que je vous ai précédemment indiqué, sur lequel je vais revenir aussi d'ici quelques instants. C'est un téléphone qui a des dimensions donc raisonnables, je vous l'ai évoqué, en raison de cet écran. Ces dimensions, eh bien, pour être factuel, c'est 11,7 cm de haut, 6,2 cm de large et un peu moins d'un centimètre d'épaisseur puisqu'il ne fait que 9,2 mm d'épaisseur. Donc on est sur un téléphone qui se tient très très bien en main et qui peut être utilisé parfaitement à une seule main. Vous n'avez pas besoin de vos deux mains pour l'utiliser, comme ça peut être le cas sur certains phablettes de plus de 5 pouces, justement qui peuvent être un peu grands et qui nécessitent les deux mains. Ici on est sur un écran qui fait 4 pouces et le téléphone est parfaitement exploitable à une seule main. Alors, autre particularité de ce téléphone qui est liée en fait à sa construction, le châssis est en plastique, la carrosserie est en plastique. On est sur un téléphone qui pèse uniquement seulement 110 grammes, donc on est sur un téléphone qui est léger. Léger pour sa catégorie, 110 grammes, c'est vraiment un bon élève en termes de poids et c'est aussi un bon élève en termes de, on va dire, d'encombrement. Donc c'est un téléphone qui se glisse parfaitement dans une poche de jean et qui forcément ne donne pas le sentiment d'être une brique, donc de ne pas appeler avec une brique puisque forcément il est léger, 110 grammes. Alors les deux tests que je fais en supplément justement des tests, en tout cas de la partie analyse de l'esthétique, c'est ce test-là, qui consiste premièrement à tordre le téléphone, ou en tout cas à voir sa résistance à la torsion. Alors le téléphone a une bonne résistance à la torsion, vous voyez je suis en train d'effectuer une vraie torsion, je suis vraiment en train de forcer, la résistance est bonne. Alors la résistance est bonne parce que sur la face avant du mobile, on a une dalle tactile qui, même si elle n'est pas une Corning Gorilla ou une Dragon Tail quelconque, eh bien elle est rigide. Alors elle n'est pas traitée anti-rayures anti-casse, mais elle permet justement au téléphone de garder une très bonne rigidité, notamment au test de torsion que je suis en train d'effectuer. Donc ça c'est déjà un très très bon point. Le deuxième bon point, c'est que la dalle tactile en elle-même, comme je vous l'évoquais, est rigide. Donc lorsque je fais un test de pression, j'ai beau appuyer comme un sourd, justement, eh bien ça ne s'enfonce pas. Donc la rigidité même du téléphone est bonne. Encore un point de plus en faveur justement de ce téléphone versus ses concurrents. C'était pour le design. Alors vous l'avez remarqué, je n'ai pas cité justement de caméra frontale. C'est la particularité, ce téléphone n'a pas de caméra frontale. Donc exit la visio, quel que soit le service que vous voudriez utiliser, du Skype ou autre, vous ne pourrez pas faire de visio puisqu'il n'y a pas de caméra frontale comme je vous l'ai évoqué à l'instant et comme vous l'avez pu le constater notamment lorsque je vous ai montré le haut du mobile. Voilà, donc ça c'était pour la partie esthétique. Maintenant abordons la partie écran notamment et la partie son. Et plus largement écran, dalle tactile et haut-parleur, écouteurs et jack. C'est ce que nous allons voir d'ici
quelques instants. Alors l'écran est un écran qui fait 4 pouces, c'est un écran qui est doté d'une technologie, ou en tout cas qui s'appuie sur une technologie qui est de la techno IPS. Donc c'est une technologie qui est largement maîtrisée par LG, puisque LG est un fabricant d'écran, vous le savez, et les dalles IPS sont des dalles que LG maîtrise parfaitement en termes de construction. Alors on est sur une dimension qui est tout à fait correcte, puisqu'on est sur un écran qui fait 4 pouces donc de diagonale. La résolution de ce téléphone n'est pas HD, donc on n'est pas sur un IPS HD, on est sur un IPS WVGA. Ce qui veut dire concrètement qu'on est sur une résolution qui fait 800 pixels de haut par 460 pixels de large. Alors 4 pouces avec une résolution de 800 par 460, qu'est-ce que ça nous donne en densité de pixels? Ça nous donne 233 ppp ou ppi en anglais, donc pixels par pouce en français ou pixels per inch avec mon très bon accent en anglais. Donc 233 pixels, ça n'est effectivement pas une densité dite... alors Retina, ça c'était la grande mode chez Apple, mais ça n'est pas une densité qui est légale d'une densité d'une couverture de magazine, par exemple, qui utilise 300 ppi. Enfin, c'est l'exemple que je prends systématiquement, mais on estime qu'à partir de 300 ppp, ppi, DPI, enfin, quel que soit l'acronyme que l'on a envie de donner, on ne voit pas les pixels à l'œil nu. Bon, là, je vous rassure, effectivement, on ne voit pas non plus les pixels à l'œil nu. Il faut vraiment arriver à un zoom en mode macro pour se rendre compte de ce que l'on peut voir dans l'écran, et encore, ça reste net. Donc concrètement, oui, c'est un téléphone qui certes n'est pas doté d'une résolution de 300 ppp ou plus, mais qui reste totalement lisible. Alors au final, oui, on n'est pas sur une dalle tactile, on n'est pas sur un écran HD, on est sur un écran par contre qui vous l'avez vu tout à l'heure lors de son écran de déverrouillage, c'est surtout là où c'est saisissant, eh bien on a des vrais bons contrastes, on a des vraies bonnes couleurs, une vraie bonne gestion de la lumière, là-dessus il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus on a un capteur de luminosité automatique comme je vous l'ai indiqué. Donc la particularité de ce téléphone vient en fait finalement du non-HD, ce qui peut éventuellement vous donner un sentiment lorsque vous regardez une vidéo qui elle devrait être HD, si vous êtes un puriste justement, eh bien vous vous rendrez compte du manque de netteté. Mais manque de netteté encore tout à fait relatif, puisque là on dépasse comme vous le savez, les 200 ppi. Alors au-dessus de 200 ppi, on a quand même une image qui est propre. Au-dessus de 300, tiens, je viens de lancer la petite vidéo de mon confrère Test Mobile avec qui j'anime un podcast, vous le savez. Voilà. Et donc là, je vais lancer en fait plus précisément la vidéo d'une GoPro Hero 3. Donc c'est la vidéo promotionnelle GoPro Hero 3. Et ça nous permettra justement de nous faire une petite idée. Alors, je vais quand même nettoyer un petit peu l'écran. Hop. Petite phase nettoyage. Et on va relancer la vidéo. On passe en accéléromètre. Donc oui, on a un accéléromètre. Oui, on lance la vidéo. On met un peu de son pour savoir si le haut-parleur marche bien. Voilà. Alors on va accélérer aussi un petit peu dans la vidéo. Voilà. Alors sans être HD, l'écran s'en sort tout à fait honorablement. On a une bonne qualité d'image. Désolé pour le focus de ma caméra, je vois qu'elle a du mal. Voilà. Donc en termes de qualité d'image, pas trop de problème. En termes de son, vous l'avez constaté, le son est procuré par le haut-parleur qui est à l'arrière. Donc forcément, lorsqu'il est posé sur une table, il est, on va dire, estompé. En tout cas, on entend beaucoup moins bien le haut-parleur lorsqu'il est posé sur une table, ce fameux téléphone, forcément. Donc est-ce que c'est comme ça finalement que vous allez utiliser votre téléphone lorsque vous regardez une vidéo? Je suis pas sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, le haut-parleur diffuse une qualité de son tout à fait acceptable. Ça, c'est la petite parenthèse. Et l'écouteur, je reviendrai sur cette notion-là, mais l'écran lui aussi diffuse une image de qualité convenable. Voilà, on n'est pas en HD, mais ça reste tout à fait acceptable. Alors, avant d'arriver sur le son maintenant, je vais tout simplement passer sur la dalle tactile. Il s'agit d'une capacitive multipoint, donc ce qui veut dire qu'elle est bien, en tout cas, réactive. On n'a pas eu de soucis, j'ai pas eu de soucis lors de ce test, justement, elle est réactive. Il n'y a pas de latence lorsque j'utilise le tactile. On est sur une dalle tactile qui marche très très bien. Elle n'est pas traitée anti-rayures, anti-casse. C'est pas une Corning Gorilla ou une Dragon Tail comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants. Mais elle résiste très très bien à la pression. Ça, c'est déjà un bon point. Et puis, elle marche très très bien. Donc la dalle tactile en elle-même n'est absolument pas un souci sur ce téléphone. Alors, je vous ai parlé du haut-parleur justement lors du test de cette fameuse vidéo la GoPro que j'ai lancée il y a quelques instants. Si je lance un petit titre MP3 aussi pour se refaire encore une petite idée. Voilà. Donc le son est étouffé lorsque le téléphone est posé sur la table, ça vous le savez maintenant. Un peu plus clair lorsque forcément je le décolle de la table. Mais quoi qu'il en soit, alors c'est un écouteur qui marche très bien. Il est mono parce que forcément il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas de Dolby.
mais ça marche pas trop mal. Et on a une qualité de son qui est tout à fait acceptable. Voilà. Donc l'écouteur est le haut-parleur pardon, est tout à fait convenable. Alors maintenant l'écouteur, forcément, j'aurais du mal à vous faire écouter le son qu'on peut avoir via un écouteur, mais en conversation, il marche parfaitement bien, pour peu que vous et votre interlocuteur ayez des bonnes couvertures, ou en tout cas des bonnes accroches avec vos mobiles respectifs. Bon, le LG Optimus L5 II ne pose pas de problème au niveau de l'accroche, justement, on le voit ici, on a une bonne accroche, et pourtant, en général, je me retrouve avec des accroches plutôt moyennes à l'endroit où je teste. Donc, sur l'accroche réseau et donc sur la qualité d'écouteur, enfin sur la qualité de son procuré par l'écouteur, pas de problème. Sur la qualité du jack 3.5, bah, là aussi pas de souci, le son qui est procuré par ce jack 3.5 est tout à fait normal. Il correspond en fait au titre MP3 que vous écoutez. Certes, le player, qui est le player de base, justement, manque peut-être aussi d'un équaliseur. Ça aurait été bien d'avoir un équaliseur qui permette de régler les basses et autres et d'amplifier un peu le son, de lui donner un peu plus de rondeur. Enfin bon, le jack 3.5 lui fait son travail. Donc avec un bon player derrière, que vous pourriez télécharger sur Play Store, bon voilà, vous aurez un son tout à fait convenable, ou en tout cas qui répondra à vos attentes. Donc voilà, là on a fait le tour de l'écran, donc un écran qui n'est pas HD mais qui marche très bien, une dalle tactile qui marche sans aucun souci, et un haut-parleur écouteur jack qui marche aussi de bonne manière. Alors, on va aborder la partie performance de ce mobile. Alors, les performances, vous le savez, je les teste par 3 moyens, Antutu, Quadrant, Epic Citadel. Alors, Antutu me donne un score qui est, eh bien, on va le dire tout de suite, un peu faible. Un peu faible, dans le sens où le score qui m'est procuré par Antutu alors varie d'une dizaine, centaine de points d'un test à l'autre. J'ai obtenu 4700 points précédemment, là je suis à 4672. Bon, quoi qu'il en soit, oui, vous l'avez remarqué, on est sur un score de 4600 points. C'est en deçà de la grande norme 2013 des entrées de gamme. Il faut savoir que ce téléphone est un entrée de gamme, mais généralement on est plutôt à 6000, 7000, voire 8000 points sur des entrées de gamme actuelles. 4600 points, ça peut sembler un peu faible. Bon, c'est Antutu qui nous donne ce score, et clairement c'est le score d'un entrée de gamme, voire d'un 13 entrée de gamme. Quadrant est un petit peu plus généreux, pour le coup, puisqu'on obtient un score, alors là je vais être obligé de relancer le test Quadrant en entier, mais sur Quadrant on obtient un score qui est un petit peu plus généreux. Précédemment j'avais obtenu, alors je vais voir si ce test là me fait mentir, mais j'avais obtenu 3100 points. 3100 points sur Quadrant, c'est voilà, le score d'un moyen de gamme. Certes qui peut avoir un peu de soucis, un peu de peine on va dire, mais voilà, c'est vraiment le score d'un moyen de gamme. Alors on va laisser tourner le test Quadrant, bon ça risque d'être un peu long. N'hésitez pas à accélérer dans la vidéo justement avec cette petite barre YouTube, puisque la vidéo est hébergée sur YouTube comme vous le savez, n'hésitez pas à accélérer un petit peu dans la vidéo. Donc tout ça pour vous dire effectivement qu'on avait un score de 3100 points, et bien je vais embrayer aussi un petit peu sur les composants qui sont dans ce téléphone. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ce score un petit peu, on va dire, faible sur Antutu, peut-être un peu moins faible quand même sur Quadrant? C'est tout simplement les composants qui sont installés. Alors on a un téléphone qui est doté d'un CPU, donc d'un processeur de calcul qui est un simple cœur, et c'est bien là le problème, qui est un 1 GHz. Alors il n'est pas non plus mauvais ce processeur, mais on sent voilà, qu'il est un peu moins performant que les double cœurs ou les quad-core qu'on peut avoir en 2013, y compris sur des entrées et des moyennes gammes, donc c'est ça le truc. On est sur un processeur donc précisément qui est un MT6575, donc c'est un Mediatek, on s'en doute. C'est un processeur pas cher et qui marche, voilà, mais qui marche convenablement, mais bon, rappelons-le, c'est un simple cœur. En mémoire vive, on a donc la RAM en anglais, l'acronyme en anglais, donc on a 512 MO de mémoire vive. Là aussi, 1 Go n'aurait pas été de refus, sachant qu'il y a des concurrents qui proposent désormais 1 Go. Bon, là on a 512 MO. Le processeur graphique, donc le processeur de calcul graphique, le GPU, est un PowerVR SGX 531. Bon, là pour le coup, on est sur un processeur graphique qui est tout à fait adapté à un entrée de gamme. Alors quel va être le score que l'on obtient cette fois-ci sur le test? Aïe 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 aïe, 2652 points. Vous voyez, ce nouveau test me fait mentir. Alors que précédemment j'avais obtenu un score de 3100 points, cette fois-ci je n'ai que 2652 points. Dommage. Bon, et bien je mettrai à jour l'article justement qui sera publié sur le blog Top for Fun avec ce nouveau score, donc 2600 points, un peu plus de 2600 points. Donc oui, on est sur le score d'un entrée de gamme, d'un très entrée de gamme. Alors Epic Citadel justement, qui est le troisième application pardon, que j'utilise pour tester les performances d'un mobile, donc qui n'est plus ni moins qu'une démo de jeux vidéo, en tout cas une démo de moteur graphique destiné à faire tourner des jeux vidéo, qui est Unreal Engine pour mobile, je crois que c'est la version 3 d'ailleurs, peut sembler un peu à la peine. Alors oui, les jeux 3D, on le verra tout à l'heure, peuvent être un petit peu à la traîne sur ce mobile. Mais malgré tout, le nombre de FPS, donc le FPS c'est le nombre d'images par seconde, en anglais c'est frames per second,
n'est pas si mauvais que ça, dans le sens où le score moyen que j'ai obtenu sur mon test précédent avec Epic Citadel en tant qu'FPS, c'était 37. Donc on a 37 images par seconde affichées sur ce mobile. Ça, c'est lié en fait à l'écran qui, comme il est doté d'une résolution un peu moyenne, permet justement aux performances de ce téléphone, aux composants de ce téléphone de s'en sortir pas trop mal. Voilà, donc là je suis en train de faire le benchmark que j'ai montré tout à l'heure. Alors je ne vais pas laisser tourner la vidéo en entier et le benchmark en entier parce que c'est très long, le benchmark d'Epic Citadel est très long. Mais en fait tout ça pour vous dire que le score qui est ici calculé, qui voilà, oscille entre 30, 40, 20, 30, 40, finit en moyenne à 37. Donc on est sur un score de FPS qui n'est pas mauvais. Concrètement tout ça, lorsque je vais vous montrer un petit jeu tout à l'heure qui va être Asphalt 7, et bien tout ça, ça nous permet d'avoir une bonne fluidité d'image. Donc malgré des performances qui sont un peu, on va dire, faibles, la fluidité d'image est tout à fait acceptable. Et alors en fait, le manque de performance de ce téléphone vont se faire ressentir sur des jeux 3D extrêmement gourmands. Alors à ce titre-là, j'aurais pu vous citer Modern Combat 4, qui est un jeu que j'utilise désormais pour vous permettre de tester, ou en tout cas d'avoir une vue sur les performances d'un mobile. Eh bien, je n'ai pas pu l'installer, Modern Combat 4. Et pourquoi? Alors ça, c'est l'autre paramètre des performances d'un mobile. Alors je vous ai parlé de mémoire de stockage, de mémoire vive, pardon, je vais vous parler de mémoire de stockage, justement, qui est l'opposé de la RAM, c'est la ROM. Alors la mémoire de stockage qui initialement est fournie à hauteur de 4 Go, en tout cas lorsque le téléphone est créé, il a une mémoire de stockage de 4 Go. Sur ces 4 Go, en fait, vous ne pourrez en utiliser que 2, voire un tout petit peu moins, c'est 1,9. En fait, tout simplement parce que le système d'exploitation en prend une partie, vous vous en doutez. En plus, il y a une surcouche graphique et fonctionnelle qui en prend elle aussi, une partie. Donc au final, sur les 4 Go initiaux, on se retrouve avec 1,9 Go exploitable. Les 1,9 Go exploitables sont en fait considérés comme une mémoire micro SD. Bon, c'est ça le bug entre guillemets qui est constaté sur ce téléphone, mais ça n'est pas le seul téléphone concerné par ce bug. Alors je dis bug, en fait il faut savoir que c'est plus une contrainte qui est imposée par Android et plus largement Google qui se trouve derrière, puisque c'est Google qui a créé Android. Donc c'est Google qui impose une contrainte au constructeur qui est de se servir de la mémoire interne comme mémoire de stockage pour les applications et les jeux. Or, lorsque vous avez une application qui fait plus de 1,9 Go sur ce téléphone, comme c'est le cas pour Modern Combat 4, et que votre téléphone ne propose que 1,9 Go de mémoire de stockage, forcément, vous ne pouvez pas installer votre application. Alors, c'est pas vain, et là je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. C'est que lorsque je veux installer Modern Combat 4, voilà. Donc là pour le coup, ah oui, par contre, voilà, c'est le fail de la vidéo. Comme j'ai flingué le compte avec lequel j'avais acheté l'application, je ne pourrais pas la réinstaller. Mais enfin, voilà, je vous laisse me croire sur parole, effectivement, Epic pas du tout, mais Modern Combat 4 ne peut pas s'installer sur ce téléphone parce que la mémoire de stockage est trop faible, en tout cas celle qui est proposée par défaut. Et vous aurez beau ajouter une micro SD, ça ne changera pas l'histoire. Parce que comme je vous l'ai indiqué, le téléphone pense que la micro SD est en fait sa mémoire de stockage interne, cette partition de mémoire de stockage interne est pour lui cette fameuse micro SD, et votre propre micro SD ne pourra pas vous permettre d'installer de l'application, des applications et des jeux. Donc finalement, votre micro SD elle ne sert qu'à installer des livres, des films et des musiques. C'est la seule chose que vous pourrez faire avec cette fameuse carte de stockage micro SD. Enfin, cet emplacement externe, de mémoire externe. Voilà, donc c'est un bug, c'est ce que je qualifie volontiers sous forme de bug. J'ai déjà allumé des constructeurs sous cet aspect-là. Oui, il faut savoir que ça n'est pas lié au constructeur, c'est lié à Android. Mais il faut savoir que certains constructeurs, dont je ne citerai pas la marque parce que ça ne vaut pas vraiment la peine ici, mais s'affranchissent de ce problème-là et justement bidouillent leur téléphone pour justement ne pas avoir cette problématique-là. Donc, bon, c'est un peu dommage que certains constructeurs comme LG jouent le jeu. Voilà, LG est honnête, en fait, finalement, il respecte le cahier des charges et les éléments qui sont imposés par Android. Finalement, c'est dommage pour l'utilisateur parce que finalement, LG est trop strict dans son application des règles Android. Voilà, bon, eh bien, sachez que vous n'aurez que 1,9 Go de mémoire vraiment utilisable pour vos applications et vos jeux. Et si vous en utilisez plusieurs, forcément, voilà, vous allez à un moment donné arriver à saturation. Alors maintenant pour la connectivité du mobile, alors je vous ai évoqué tout à l'heure justement ce petit chariot, je vous ai évoqué différents paramètres de connectivité. Alors il faut savoir que la connectivité est plutôt complète. On est sur un entrée de gamme, certes, mais qui propose des bons points. Alors ne vous attendez pas à avoir de la 4G sur ce téléphone, vous n'en aurez pas. Par contre, à contrario, vous aurez de la 3G+, et précisément vous aurez de la HSDPA, à savoir donc de la 7,2 Mbps par seconde. Donc c'est du début de 3G+, mais oui, c'est bien de la 3G+. Donc on n'a pas de 4G, on a de la 3G+, à contrario. On est sur un mobile qui est quadriband, donc vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre vos appels et vos SMS, les recevoir et bien évidemment les émettre, bien sûr, ce que je viens de vous indiquer. C'est un téléphone qui est surtout doté d'une norme qui est
très peu répandu sur des entrées de gamme, qui est le NFC. Donc on est déjà doté sur ce téléphone du NFC. Après, il reste effectivement que l'usage même du NFC n'est pas très répandu aujourd'hui. Donc le marché a besoin d'acquérir cette connaissance du NFC, en tout cas d'être éduqué, et c'est ce que l'on appelle l'éducation du marché, c'est la pédagogie marché. Et ce téléphone est par contre doté du NFC, mais aujourd'hui peu de gens l'utilisent. Pourtant, c'est une vraie norme très intéressante que j'utilise moi-même à titre personnel. Alors, outre ce fameux quadriband 3G+, NFC, eh bien, il faut savoir qu'on a bien sûr du Wi-Fi, on a du Bluetooth 3.0, du GPS, du AGPS pour être précis, puisqu'il utilise aussi le réseau cellulaire et le Wi-Fi notamment pour essayer d'améliorer la position et la localisation, pardon. On est doté du micro USB, c'est du micro USB 2, c'est celui qu'on trouve dessous. On a du micro SD dans le téléphone sous le cache batterie et on a un jack 3.5. Surtout, autre chose, on a une radio FM. Alors on a une radio FM, forcément là je vais vous la montrer, mais elle ne pourra pas marcher parce qu'elle nécessite que vous branchiez, et c'est le message qui est indiqué, le kit piéton en guise d'antenne. Voilà, mais on a bien une radio FM proposée sur ce téléphone. Donc c'est un bon point. Alors en termes de connectivité, finalement on est pas mal loti. On est sur un téléphone qui a une connectivité tout à fait correcte. Voilà. Alors ça, c'était la dernière parenthèse. Enfin, la dernière parenthèse, c'était pas une parenthèse, mais c'était la dernière sous-partie de la partie elle-même matérielle. Maintenant, on va aborder la partie logicielle. Alors, le système d'exploitation est un Android 4.1.2. Donc 4.1.2, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'il s'agit du Jelly Bean. Donc c'est la version de Jelly Bean d'Android. Voilà, donc c'est effectivement un téléphone qui est doté donc de Jelly Bean 4.1.2. Alors, 4.1.2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quasiment la dernière version. En fait, pour être précis, il existe bien la 4.2.2 que l'on retrouve sur certains mobiles tels le Nexus 4 ou le Samsung Galaxy S4. Bon, ça, c'est la véritable dernière version à date, 4.2.2. On est en juin 2013 lorsque je fais cette vidéo. Mais bon, la version grand constructeur, tout constructeur, c'est bien la 4.1.2 ou 4.1.1 parfois. Bon, dont les différences avec la 4.2.2 ne sont absolument pas transcendantes. On va dire qu'il n'y en a même pas d'ailleurs. Et on est donc, selon moi, sur la dernière version. 4.1.2, pardon. Donc 4.1.2 d'Android. Un système d'exploitation qui à la base est déjà très performant, très complet, puisque l'on retrouve du Maps, du navigation, différents lecteurs, donc lecteurs de vidéos, photos, livres, donc Play Films, Play Livres, navigation, Play Music, etc. Donc toutes ces applications qui sont des applications proposées par Google de base et qui fonctionnent très bien. Bien sûr, on a le fameux Play Store que je vous ai montré il y a quelques instants avec ce petit felt dans les vidéos pour installer Modern Combat 4. Et justement, voilà, on a le Play Store qui permet de télécharger du contenu supplémentaire, que ce soit des applications, des jeux, des films, de la musique et des livres, sachant que vous pouvez personnaliser aussi votre téléphone avec différents launchers, alors que celui de base est déjà très bien fait, mais enfin vous pourriez personnaliser votre téléphone encore plus. Alors ça, c'est justement pour la base Android 4.1.2. Sur cette base, LG a appliqué une surcouche graphique et fonctionnelle qui s'appelle Optimus UI, User Interface, avec mon très bon accent anglais, encore une fois de plus, Optimus UI en français. Alors Optimus UI, c'est une très bonne surcouche graphique. Ici, ce qui se passe, c'est qu'en termes de graphisme, alors qu'est-ce que l'on a? On a non seulement le panneau de déverrouillage qui est personnalisable, y compris dans son esthétique, y compris dans les raccourcis qui sont là, mais on a aussi ce fameux panneau, les panneaux d'accueil qui, lorsque vous passez d'un panneau à l'autre, vous montre une sorte de petit effet 3D. Voilà, vous le voyez. Donc il y a un petit peu de travail ergonomique, un petit peu de travail d'esthétique, de design. Alors je voulais montrer le panneau de déverrouillage. Oui, on peut le personnaliser. Ça, n'est pas le problème. L'écran de déverrouillage. Donc vous pouvez ajouter un fond d'écran, choisir la méthode de déverrouillage, donc le glisser, le schéma, le code PIN, etc. Bon, du grand classique sur Android. Choisir les raccourcis, bien évidemment, que vous voudriez avoir sur votre écran de déverrouillage. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est fourni par LG dans cette fameuse surcouche graphique et fonctionnelle. Alors, on a d'autres choses, bien sûr, on a ce fameux bouton rapide, qui est le bouton ici, que l'on peut aussi personnaliser. Alors, par défaut, il est personnalisé sur Quick Memo, vous pourriez très bien avoir, par exemple, l'appareil photo. Bon, voilà, on a aussi cette possibilité de personnaliser la lettre de notification que je vous ai montré, cette fameuse lettre de notification qui s'affiche ici. Donc oui, on a cette possibilité en termes de personnalisation. Voilà. Donc oui, le design est étudié sur ce téléphone. C'est vraiment un bon point. C'est d'ailleurs une force de LG que de savoir faire de la surcouche graphique et fonctionnelle qui ne soit pas trop lourde, au contraire de certains autres constructeurs, ou de certains constructeurs sud-coréens, sachant qu'il n'y en a que deux et que LG en fait partie, je vous laisse deviner quel est l'autre dont je veux parler. Mais forcément, oui,
LG est un constructeur qui sait faire de la surcouche graphique fonctionnelle plutôt sympathique, plutôt belle, sans arriver à quelque chose qui soit trop lourd, qui pénalise les performances du téléphone. En tout cas, de trop. Alors, on est sur quelque chose qui fonctionne encore très bien, malgré vous l'avez entendu tout à l'heure, les 512 MO de RAM. Alors maintenant, LG, c'est quand même un constructeur qui sait aussi ajouter des applications. Donc on a des applications qui ont été ajoutées par LG. Je vous l'ai montré tout à l'heure, on a un lecteur de musique qui n'est pas le lecteur de musique de base, qui n'est pas le Play Music. On a forcément une radio FM, mais bon, là encore une fois de plus, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui a été rajoutée en termes de composants, mais la radio FM elle-même, c'est une fonctionnalité d'Android de base. Donc c'est le fameux musique que je vous montrais, que je vous indiquais tout à l'heure. On a du Remote Call Service, c'est pour donner à LG la main sur votre mobile lorsque vous êtes en phase de dépannage. Smart World LG, c'est le monde LG, donc Smart World, en fait, c'est ce qui vous permet de créer un compte, qui vous permet aussi de partager de l'information avec une Smart TV LG, etc., comme c'est mon cas d'ailleurs. Et voilà, et bon, finalement, vous avez surtout aussi une application qui s'appelle Polaris Viewer 4 en anglais, qui vous permet de lire, de visionner du contenu sous format doc, Excel, PowerPoint et PDF. Bon. Non, la véritable, vous l'avez vu là, c'est de la petite fonctionnalité. La véritable fonctionnalité supplémentaire, c'est vraiment le Quick Memo que l'on retrouve désormais sur tous les LG Optimus et qui vous permet par exemple de prendre des notes. Voilà, sur un écran, sur une capture d'écran que vous pourriez être en train de faire. Voilà. Donc là, finalement, en fait, mon fond d'écran est en train d'être capturé. Je suis en train de prendre une note et je pourrais me la sauvegarder, me l'envoyer. Je peux l'effacer, je peux la reprendre, etc. Bon, ça, c'est la prise de notes qui est offerte via Quick Memo, qui est une très bonne fonctionnalité, bon, sur laquelle il n'y a pas grand-chose à redire. Voilà. Donc, Quick Memo, une bonne fonctionnalité sympathique. Et c'est donc véritablement la force finalement de ce fameux Optimus UI, User Interface, avec mon très très bon accent anglais décidément. C'est le fameux Quick Memo qui permet de prendre des notes à la volée. Voilà. Donc vous l'avez vu, hein, j'en reviens là-dessus, on n'est pas sur une surcouche graphique qui est une débauche d'effets, quoi. On est sur quelque chose qui reste encore, certes ludique, certes ergonomique, certes design, mais on n'est pas non plus sur quelque chose où on voit des feux d'artifice de partout comme certains constructeurs peuvent le faire. Bon, on est sur quelque chose qui reste encore humain, on va dire. Et où il y a des petits raccourcis, mais c'est une très bonne surcouche graphique. Il y a des constructeurs qui n'en mettent pas, ce qui permet au téléphone d'être plus rapide. LG en met une, mais qui reste encore légère, ce qui permet malgré tout au téléphone d'être, on va dire, efficace. Bon. Alors, ça c'était la partie système d'exploitation, application, etc. Bon, ce que j'ai envie de vous dire maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer un petit peu maintenant, c'est notamment, ce dont j'ai envie de parler notamment, c'est l'usage de ce téléphone. Alors, est-ce que c'est un téléphone qui est destiné aux particuliers? Est-ce que c'est un téléphone qui est destiné aux professionnels? Est-ce que c'est un téléphone qui peut convenir aux deux usages? Eh bien, dans sa version simple cible, c'est un téléphone qui est clairement destiné aux particuliers. Pourquoi? Parce qu'il a des performances qui sont un peu en retrait. Les professionnels, en tout cas, lorsque vous avez un téléphone à destination, à but professionnel en général, on aime bien des téléphones qui sont à minima double SIM, ce qui n'est pas le cas ici, mais sachant qu'il y a une version double SIM de ce téléphone, donc c'est la version double SIM que prendront les professionnels. Mais les professionnels, lorsqu'ils prennent des téléphones qui sont des simples SIM, aiment bien des téléphones avec des écrans un peu plus grands, un peu plus performants, etc. Alors oui, dans l'absolu, ce téléphone a un GPS, oui, il a un navigateur web qui vous permet aussi d'aller sur Internet, là-dessus pas de souci, et qui marche très très bien, pour peu que mon Wi-Fi ne me lâche pas aujourd'hui. Donc voilà, on arrive parfaitement à surfer sur Internet, ça marche, c'est fonctionnel, les templates sont respectés, pas de problème. On arrive parfaitement à avoir un usage téléphonique de son téléphone, pas de problème, là-dessus ok, on a un journal d'appels, bon là qui est vide pour le coup, j'ai revisité le téléphone, une gestion des favoris, une gestion des groupes, donc qui est accordée par LG, ok. On a une gestion des SMS, bon ça c'est plutôt l'usage personnel. Donc oui, pour les professionnels, c'est un téléphone qui répond parfaitement à l'usage, on a la gestion de boîte email aussi, pas de problème. Mais les professionnels ne sont peut-être pas très enclins à aller sur ce genre de téléphone, surtout quand ils sont simple SIM, c'est ce que je vous ai évoqué. Alors par contre, est-ce que c'est un téléphone qui répond parfaitement aux besoins des particuliers? Oui, mais des particuliers qui sont des particuliers, on va dire, économes, dans le sens où c'est un téléphone qui vaut moins de 200 €, c'est un téléphone entrée de gamme, je le rappelle, moins de 200 €, c'est le prix auquel on peut retrouver ce téléphone en juin 2013. Voilà, donc c'est un téléphone qui est un choix raisonnable et raisonné, un téléphone donc qui ne vaut pas trop cher, un téléphone qui forcément auquel on ne peut pas demander trop de choses, je vous l'avais vu, les performances sont relativement raisonnables, modestes, malgré tout on peut faire tourner un jeu 3D, voilà, un téléphone, on va dire, raisonnable, pour moi, vraiment destiné aux particuliers, qui permet de lire des vidéos YouTube, qui permet d'écouter de la musique, qui permet de lire un e-book sans problème, qui permet de consulter une page web, qui permet d'envoyer des SMS à ses potes.
Donc voilà, donc si j'ai envie de vous montrer un petit peu la fonctionnalité SMS, bah voilà sous quelle est la forme sous laquelle ça se présente. Donc vous voyez, il y a un peu de retravail esthétique aussi. Et puis pour taper les SMS, bon, pas de problème sur le clavier, il y a de la prédiction, bien sûr, vous vous en doutez, on est sur un Android qui marche bien. Je peux passer en accéléromètre, je peux passer du mode portrait au mode paysage. Voilà. Et puis forcément, j'ai une reconnaissance vocale. Alors une fonction très très sympa que je vais tester devant vos yeux, qui marche très bien. Ceci est un test. Voilà, ceci est un test. Donc la reconnaissance vocale, elle marche très très bien quand vous parlez français et quand vous parlez de manière audible. Quand vous parlez en anglais, ceci est un test sur Top for Phone. Ah, ça marche encore. Tout à l'heure, le téléphone avait du mal à reconnaître mon Top for Phone. Voilà, bon, le téléphone continue à faire sa reconnaissance. Ouais, je vais essayer de le taquiner. Bon, là, vous voyez, j'ai un peu taquiné le téléphone. Je vais essayer de parler avec mon très bon accent anglais, mais bien évidemment, ça dépend de votre accent anglais. This is a car. Voilà, this is a car. Ouais, bon, vous voyez, quand vous parlez en anglais, alors forcément, vous pouvez avoir de la reconnaissance en anglais. Là, c'était juste pour être un peu taquin avec le téléphone. Oui, par contre, voilà, pour éviter d'être taquin et de dire la franche vérité sur ce téléphone, la reconnaissance vocale est véritablement sympathique. Moi, je trouve que c'est une option assez ludique, assez sympa, qui permet de composer des SMS de manière voilà, un peu plus fun, et surtout sans éviter de se prendre la tête à taper avec ses pouces, même si la saisie avec les pouces est tout à fait bonne. Alors, autre usage d'un téléphone, et c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure avec le capteur photo, c'est ni plus ni moins que de prendre des photos, bien sûr. Alors, les photos prises avec ce téléphone sont de qualité, on va dire, passable. On est sur un téléphone qui est un 5 mégapixels, qui prend des photos, on va dire, de qualité. Donc, passable. Vous aurez un échantillon, d'ailleurs, d'une photo prise avec ce téléphone sur le blog de Top for Phone, sur l'article de test de ce téléphone. Bon, alors, oui, les qualités sont passables. Le flash est un flash, bon, qui balance, mais un peu à courte portée, trop courte portée. Et comme n'importe quel téléphone Android, comme n'importe quel appareil photo Android, on a forcément des fonctionnalités supplémentaires sur les réglages. Voilà, on peut prendre une photo de type mode panorama, voilà, on peut régler la balance des blancs aussi, on peut gérer le mode flash en automatique ou en désactivé ou le forcer. On a un certain nombre de paramètres, mais qui, voilà, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, puisque ce sont des paramètres vraiment basiques sur Android, qui permettent de gérer à la mano, donc ce que l'on appelle débrayer, l'appareil photo. Bon, pour le coup, forcément, lorsque l'on utilise un appareil photo sur ce genre de téléphone, en général, on laisse tout dans tout automatique, on laisse le téléphone se débrouiller, parce que c'est pas un téléphone qui est fait pour prendre des vraies bonnes photos. C'est un téléphone que l'on va qualifier, en tout cas sur l'aspect photo, de dépanne. Voilà, c'est vraiment des photos que je qualifie de dépanne. Quand on veut faire de la bonne vraie photo, soit on prend un appareil photo qui est spécifiquement destiné à cet usage, donc au mieux un boîtier réflexe, un peu en dessous un boîtier hybride, ou alors un compact. Bon, ça, c'est les trois types d'appareils photo que l'on peut avoir sur le marché, mais qui sont vraiment destinés à prendre de la photo. Les capteurs photo de téléphone comme celui-là, c'est vraiment fait pour de la dépanne. C'est ni plus ni moins que de la dépanne. Malgré tout, la photo reste de bonne qualité, on va dire passable, comme vous pourrez le voir sur le blog de Top for Phone, sur l'article de test, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants. Alors, ça c'était pour finir cette partie logiciel et usage du téléphone. Alors, il y a quand même une petite chose que j'ai oublié de vous montrer, que je vais vous montrer maintenant, c'est un jeu. Alors, je vais vous montrer Asphalt 7, qui est un jeu 3D, qui n'est pas des plus gourmands forcément, mais qui est un jeu 3D, hein, rappelons-le, et qui marche sur ce téléphone de manière convenable. Certes, j'ai pas pu tester Modern Combat 4, dommage, j'aurais bien voulu voir si le téléphone arrivait à suivre un petit peu le rythme imposé par la 3D de Modern Combat, mais sur Asphalt 7, c'est un jeu qui marche bien. Alors on a toujours des panneaux de loading, mais pour le coup qui ne sont pas non plus désespérément longs, qui sont, on va dire, dans la bonne norme. Voilà. Preuve que le processeur graphique finalement n'est pas un mauvais processeur graphique, mais que c'est plutôt la mémoire vive et les processeurs de calcul classiques qui eux sont un peu plus à la ramasse. Donc on va lancer Asphalt 7, panneau de loading encore une fois de plus. Donc ce qui nous permet, vous le savez, de tester la capacité du téléphone à faire des jeux 3D. En tout cas des petits moyens jeux 3D. Asphalt 7 est un jeu qui commence à dater un peu et qui est, on va dire, vraiment super optimisé pour les petites résolutions de téléphone. Donc c'est un jeu que je peux très bien conduire à l'accéléromètre. Voilà. Et alors le test que je viens de faire, vous le voyez, hein, c'est de heurter un objet
Et lorsque, sur Asphalt 7, et vous le savez, hein, c'est un jeu que j'utilise systématiquement pour tester les performances des mobiles, lorsque l'on ne sent pas, lorsque je tape un objet tel qu'un lampadaire, un ralentissement au niveau du mobile, bah, c'est que le mobile s'en sort. Donc grosso modo, oui, c'est un mobile qui gère parfaitement les jeux 3D. Alors, bon, très très dur de regarder un jeu et de jouer à travers un écran de caméra comme je suis en train de le faire, voilà, mais ça marche à merveille. Bon, donc oui, ce téléphone permet de jouer à des jeux 3D pas trop gourmands. Asphalt 7 en fait partie. Donc c'est la dernière partie de l'usage finalement de ce téléphone. Donc la deuxième, c'est la fin de la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, il y a deux autres points sur lesquels j'ai quand même envie d'arriver avant de passer à la conclusion, sont notamment l'autonomie et le DAS. Premier point, l'autonomie, bah, elle est plutôt bonne puisqu'on dépasse allègrement la journée avant la recharge. Donc on est presque à 2 jours de recharge, enfin 2 jours avant la recharge, 2 jours d'utilisation. Tout simplement parce que le téléphone n'est pas super énergivore. Il n'est pas énergivore parce que premièrement il a un écran qui n'est pas HD, donc forcément les écrans HD eux sont énergivores. Là on est sur un écran qui en demande un peu moins au téléphone. On est surtout sur un téléphone qui n'est pas doté de performances folichonnes. Elles sont vraiment, on va dire, passables. Elles sont vraiment celles d'un entrée de gamme et encore d'un petit entrée de gamme. Donc elles permettent à ce téléphone de ne pas être trop énergivore. Donc il ne consomme pas trop d'énergie finalement. Donc oui, vous pouvez parfaitement espérer avoir jusqu'à 2 jours d'autonomie avant de recharger votre téléphone en utilisation, on va dire, normale, c'est-à-dire une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS, une demi-heure de consultation de web. Voilà. L'autre point sur lequel j'ai envie d'arriver, c'est le DAS. Le DAS, donc, c'est le débit d'absorption spécifique d'un téléphone, c'est sa capacité à émettre ou non des ondes pendant un appel téléphonique. Alors le DAS de ce téléphone, vous le savez, en Europe, alors pour reprendre un petit peu plus généralement, en Europe, on ne doit pas avoir des téléphones de plus de 2 watts par kilo, donc ça c'est le DAS maximum en Europe. En France, on voit des téléphones arriver avec des DAS, alors là c'est des vraiment très très mauvais élèves qui arrivent avec des 1, 1,1, 1,2 watts par kilo. Donc ça sont des téléphones qui potentiellement représentent un risque, en tout cas plus de risques que leurs confrères, leurs autres concurrents qui ont des DAS plus faibles. Aujourd'hui, les DAS les plus performants, enfin les meilleurs DAS du marché sont aux alentours de 0,2 à 0,3 watts par kilo. Donc ça, c'est vraiment des DAS excellents. Quand un téléphone est dans ces DAS-là, dans ce niveau de DAS, on peut considérer qu'il fait partie des meilleurs élèves. Et le DAS du téléphone qui est en test actuellement, donc le LG Optimus L5 II, est un DAS de 0,867 watts par kilo. Donc c'est un peu dans la moyenne haute, hein. On n'est pas vraiment dans les bons élèves, on n'est pas non plus dans les très mauvais élèves, on est plutôt dans la moyenne haute en termes de DAS. Donc on est finalement sur un DAS qui me laisse vous dire que ce téléphone potentiellement pourrait poser un danger supérieur à celui de certains confrères. Mais rappelons-le, le DAS aujourd'hui, donc la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes, certes c'est une norme que l'on doit respecter en Europe, mais pour l'instant il n'y a aucune étude fiable qui dit que le DAS, en tout cas la capacité qu'a un téléphone à émettre beaucoup d'ondes, est potentiellement dangereux pour la santé. Donc forcément on est sur un principe de précaution. Voilà, bon, bah sachez que de toute façon en tant que testeur je suis aussi dans cette, pas obligation, mais au moins obligation morale mais pas légale de vous indiquer les DAS. Bah, je vous indique le DAS de ce téléphone, sachez qu'il est de 0,867. Si vous appelez beaucoup, bon, ce DAS peut potentiellement avoir un danger. Si vous appelez peu, bah voilà, ce DAS ne présente aucun danger. Bon, voilà. Bon, vous l'avez compris, le DAS, c'est un peu une affaire, c'est un peu l'affaire de chacun. C'est un peu ce que vous estimez comme dangereux ou pas. Finalement, quand vous conduisez une voiture diesel aussi, on le sait que le diesel émet des particules qui sont dangereuses. Est-ce que forcément ça va vous empêcher de conduire une voiture diesel, bah, ça c'est votre choix. Hein. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Donc ça c'était la dernière partie des autres points. Donc voilà, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, une vidéo qui dure depuis 43 minutes, maintenant je suis en train de le voir, plus de 43 minutes. Alors est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande? Est-ce que c'est un téléphone qui est un choix raisonnable et raisonné? Eh bien oui, c'est un téléphone qui est un choix raisonné et raisonnable. Est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande? Pas forcément. Alors je vais être clair sur cet aspect-là, ça n'est pas un téléphone que je recommande de manière franche. Hein. C'est-à-dire que si vous recherchez un téléphone aujourd'hui, non, ça ne sera pas le premier téléphone qui doit figurer dans votre choix. Ce n'est pas le top téléphone. C'est un téléphone qui par contre doit figurer dans votre liste de mobiles. Lorsque vous cherchez un mobile pas trop cher, moins de 200 € et on va dire correct. Alors est-ce que c'est un choix que je recommande donc dans l'absolu? Non, c'est un choix qui est un choix de raison. C'est un choix que vous devrez confronter avec d'autres mobiles, y compris dans ce segment qui est celui des segments de moins de 200 €, donc entrée de gamme. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi je modère mon propos tout simplement? Parce que tout simplement sur le marché il y a des mobiles qui sont des mobiles low cost.
qui sont des mobiles qui valent moins de 200 € et qui sont plus performants que ce téléphone avec des écrans de meilleure résolution. Mais ces mobiles sont des mobiles qui sont fabriqués en Chine, qui sont des mobiles 100% chinois. Certes, on imagine très bien que ce mobile soit fabriqué en Chine ou au moins en Sud-Corée, puisque LG est un constructeur sud-coréen. Certes, on peut l'imaginer, très très bien, il n'y a pas de problème, hein, les usines chinoises fabriquent des bons téléphones, sinon voilà, on n'aurait pas de Foxconn qui fabrique pour Apple par exemple. Là n'est pas le problème. Par contre, on a effectivement des concurrents qui proposent des mobiles à moins de 200 €, plus performants que celui-là, meilleur écran, mais qui ont peut-être des fiabilités un peu moindres. Là, on est sur un mobile qui est un mobile de marque, qui a un design, on ne peut pas dire les choses différemment, on est sur un design sympathique, on est sur une surcouche graphique et fonctionnelle qui est aussi sympathique, avec une fonction Quick Memo qui est sympa, ce que ne proposent pas les concurrents full chinois, pur et dur, qui eux ne connaissent pas justement les surcouches graphiques, qui ne savent pas faire. Voilà, donc on est un peu entre deux eaux. Je ne peux pas vous dire que ce téléphone est un mauvais téléphone, parce que ça n'est pas le cas. Je ne peux pas vous dire que ce téléphone est un très bon téléphone, parce qu'il a des concurrents qui lui mettent des sérieux tacles, mais ces concurrents sont des concurrents qui ne présentent pas les avantages comme celui de la surcouche graphique de LG. Donc voilà, c'est un peu à vous de faire le choix. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Sachez qu'on a une section sur Tough for Phone dans le forum, par exemple de Tough for Phone, qui s'appelle Quel téléphone choisir. Donc posez vos questions aussi sur ce fameux téléphone. Donc non, je ne peux pas vous déconseiller ce téléphone. Non, je ne peux pas vous le conseiller. C'est un mobile de raison. C'est un choix raisonnable et raisonné. C'est ce que je vous évoquais il y a quelques instants. On peut jouer à des jeux 3D. On ne peut pas jouer à tous les jeux 3D. Modern Combat 4 ne passe pas. Il y a le fameux bug de mémoire que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc voilà, il faut faire le tri entre les bons points et les mauvais points de ce téléphone et les forces et les faiblesses par rapport à d'autres concurrents. Voilà. Donc ça sera donc la conclusion de ma vidéo. Un choix de raison et un choix voilà, raisonné et raisonnable. À vous de le faire. À vous de nous poser la question sur le forum de Tough for Phone. On vous donnera notre avis. Je vous donnerai mon avis justement en tant que testeur. Et les autres lecteurs et contributeurs justement de Tough for Phone vous le donneront aussi. Et les membres du forum, qui me répondent généralement d'ailleurs plus vite que moi, vous donneront aussi leur opinion. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, donc c'est la parenthèse et c'est la dernière parenthèse puisque c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Cette vidéo, comme vous le savez, est publiée sur YouTube. C'est peut-être d'ailleurs l'endroit où vous consultez cette vidéo. Donc si c'est le cas, je vous engage, ni plus ni moins, qu'à devenir un de nos abonnés. On est aujourd'hui à près de 9000 abonnés avec vous, et bien on passera peut-être très rapidement aux 10 000. Et puis ça se trouve, vous êtes déjà abonné. Donc si c'est le cas, je vous remercie. N'hésitez pas également à passer sur notre blog top-fort-phone.fr, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo depuis le début, notamment sur l'article test de ce téléphone sur lequel est publié un échantillon photo qui vous permettra de vous faire votre propre idée sur la qualité ou non, la bonne qualité ou non de cet appareil photo. Alors, autre chose, bien évidemment, je vous engage aussi à passer sur notre forum, ça je vous l'ai évoqué, mais surtout sur Facebook et Twitter, où nous avons bien sûr une page sur Facebook et un compte sur Twitter. Alors, Facebook et Twitter me permettent notamment de vous donner de l'information fraîche, notamment une baisse de prix sur un mobile, c'est le cas, notamment sur Twitter, mais aussi sur Facebook, surtout sur Facebook, mon planning de test. Le planning des futurs tests de Tough for Phone. Sachant que, eh bien, bonne nouvelle, et là je fais une petite parenthèse, mais chut, ne le criez pas trop fort, prochainement un testeur va me rejoindre dans l'équipe pour justement me suppléer et reprendre une partie eh bien, du travail et tester un certain nombre de mobiles. Et ça, vous le saurez très prochainement, vous saurez de qui il s'agit prochainement. Et ce dernier va donc faire des tests aussi avec moi conjointement. Vous le savez, Tough for Phone, c'était une équipe à l'initiale de 3 fondateurs. Aujourd'hui, je suis véritablement celui qui fait du test. Les 2 autres sont surtout là pour gérer notamment les aspects techniques du site. Et bien, ce fameux rédacteur supplémentaire, qui est un journaliste, va me rejoindre dans l'équipe pour justement vous proposer encore et toujours plus de tests. Voilà. Et enfin, dernière parenthèse de la parenthèse, je tiens à faire mes remerciements. Mes remerciements à deux sociétés. Alors la première société, c'est ni plus ni moins que LG. Je tiens à remercier LG pour le test, enfin en tout cas les prêts de mobile qui me permettent donc forcément de faire ces tests. Et justement, eh bien cette totale impartialité que LG me laisse. Vous l'avez vu, oui, je suis parfois tranchant sur certains mobiles. Oui, je vous ai clairement évoqué mon opinion sur ce téléphone. C'est un choix raisonnable et raisonné. LG me permet justement de vous donner mes arguments en totale franchise. Donc oui, aucun constructeur aujourd'hui ne fait de pression sur moi. Et ça n'est pas demain la veille que ça changera. Et LG fait partie des constructeurs avec qui, justement, on arrive à jouer très facilement et très simplement le jeu. Donc je félicite LG
LG pour cette notion-là. Je félicite aussi, je remercie plus précisément Pritel, encore une fois de plus, pour être notre opérateur partenaire, puisque Pritel me permet aussi tout simplement de vous proposer les tests. Pourquoi? Parce que Pritel, vous l'imaginez, me permet aussi d'acquérir un certain nombre de matériel, ne serait-ce que la caméra HD avec laquelle je filme cette vidéo, et forcément de vous donner une bonne qualité de test. Voilà, donc merci à Pritel justement pour aussi cette notion de sponsoring des vidéos de test de Top 4 Fun. Voilà. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et n'hésitez pas à commenter. À bientôt, ciao ciao.